Bonjour et bienvenue à ce nouveau podcast de l'Alpha de la finance. Aujourd'hui, je reçois deux invités du Fonds Alpha. Donc, je reçois Vince et Alex. Les gars, je vais vous laisser un peu vous présenter puis vous me dire ce que vous faites dans le Fonds Alpha. Veux-tu que je commence ou Alex? Ouais, vas-y. Ah, vas-y. Excellent. Fait que moi, je suis gestionnaire d'un portefeuille dans le fonds Alpha. Donc, mon travail, c'est de regarder les analyses des analystes, puis de prendre des décisions à savoir si on achète ou on vend certaines actions. Puis des fois, ben là, on fait des analyses de secteur aussi récemment. Donc, ça ressemble à ça rapidement. Oui, exact. Puis moi, Alexandre, je suis analyste dans le fonds Alpha. Puis mon travail, il consiste généralement à analyser justement là, les compagnies que Vincent puis Benoît, qui sont les deux gestionnaires, qui me donnent. Puis j'analyse ça en faisant des ratios, en regardant les secteurs, le côté qualitatif, fait que comme le secteur s'en va vers où, les tendances, puis plus le quantitatif, en faisant des tableaux Excel. Puis là, à la fin, justement, là, on présente les compagnies aux Ouais. gestionnaires en disant ce qu'on devrait faire. Des discounted cash flow, essentiellement, que ça s'appelle. DCF. Ouais. Exact, Un DCF, ouais, c'est ça. Puis, c'est parce que c'est pas tout le monde qui le sait nécessairement, mais dans le Fonds Alpha, il y a un côté exécutif qui se charge des événements, puis des parties, des affaires comme ça, des partenaires. Puis, il y a un côté plus corpo. Fait que Alex et Vince sont dans le côté corpo. Puis, le côté corpo, Vince, je vais te laisser un peu expliquer ce qu'il fait, là. Ben, c'est ça. Dans le fond, nous, on est un fonds de placement, un fonds commun de placement par les étudiants, pour les étudiants de la Faculté des sciences de l'administration à l'Université Laval. Puis la particularité de notre fonds, c'est qu'on n'a pas de frais de gestion. Donc, on fait ça totalement gratuitement. Donc, ça permet aux étudiants, là, quand ils rentrent à la FSA, de placer un certain montant, puis de ressortir là, de leur bac avec un montant qui est plus élevé, là. On l'espère si les marchés ont bien performé, puis c'est net de frais de gestion. Ben, il n'y a pas de frais de gestion, en fait. Parfait. Mm. Là, on va un peu aller dans une voie différente, là, mais aujourd'hui, on fait une actualité financière. Puis, c'est une actualité financière qui est un petit peu plus nichée. Donc, on va parler de commodités, puis principalement l'uranium. C'est quoi? Je vais vous laisser un peu m'expliquer c'est quoi une commodité, les gars. Oui, Alex, tu as la définition exacte, là. Je ne sais pas si tu Ouais, voulais la... je l'ai comme séparé en points, là, mais essentiellement, c'est une économie mondiale, fait que c'est à l'échelle mondiale. Puis souvent, ça inclut des ressources naturelles. Je peux donner quelques exemples de commodités, là. Ça peut être du café, de l'énergie, des métaux. Comme souvent, on voit aux nouvelles, l'or a augmenté de tant de pourcents. Fait que tu sais, c'est vraiment, ça touche plein de ressources naturelles différentes. Puis c'est influencé par des facteurs politiques, des conditions environnementales, puis beaucoup aussi l'offre et la demande. Grossièrement, dans le fond, souvent, c'est des ressources naturelles, mais qui sont standardisées. Fait que je vous donne un exemple. Même les oranges, c'est rendu une commodité. C'est des cannes d'oranges qui se vendent. Puis l'objectif, c'est de pouvoir là, dire, je veux 40 cannes d'oranges. Puis c'est tout le temps la même chose que tu reçois quand tu commandes. C'est la même chose avec de l'énergie. Je veux tant de kilowattheures. Tu sais, je ne sais pas exactement ça fonctionne comment, là, le trading d'énergie, mais c'est vraiment standard. Fait que, OK. c'est ça. Puis l'uranium, dans le fond, ça fait partie de ces commodités-là. Ouais. C'est ça, ils font des barils d'uranium. C'est comme de la poudre jaune Ouais. d'uranium. Mm. Ouais. Puis l'uranium, ça, on s'en sert, tu sais, on parle d'uranium, là, mais on s'en sert dans quoi, tu sais? Dans quoi c'est utile, dans quoi on s'en sert, puis pourquoi, en ce moment, c'est autant important dans Ouais. l'actualité? Ben, dans le fond, tu sais, ça a été découvert dans les années 1700, là, à peu près vers début 1800, aux alentours de ces années-là. Puis dans le temps, c'était utilisé, tu sais, c'est fluorescent, Ouais. c'est radioactif. Puis c'était utilisé pour faire des vitraux verts qui étaient fluorescents le OK. soir, Ouais. quand il fait noir. Puis après ça, évidemment, ben, il y a les centrales nucléaires qui sont arrivées. Donc, l'uranium, tu sais, c'est utilisé pour faire de la fission nucléaire, puis ça Mhm. produit vraiment beaucoup d'énergie. Alex pourra vous parler un peu là, des émissions en carbone, que c'est vraiment bas. Puis sinon, ben, il y a d'autres utilités, comme dans l'armée américaine. Ils vont utiliser ça pour faire des armures balistiques pour les tanks. Fait que il y a vraiment plusieurs utilités. Puis en chimie aussi. Ouais. Dans OK. le médical, Ouais. des fois, là, les IRN, des choses comme ça, là, des fois, ils utilisent justement là, de l'uranium pour faire des tests là, dans les hôpitaux. Ouais, de la médecine nucléaire. Ouais, OK. exact. Ouais. Ah, c'est ça, t'as dit les IRM. Ouais. Ouais. Puis je suis un peu curieux, là, est-ce qu'il y a une façon particulière, tu sais, est-ce que tu t'en vas dans une mine, tu pognes ta pioche, puis tu mines ça, ou il y a une façon particulière de miner l'uranium, puis de l'extraire, puis ensuite de le vendre?
Ouais, ben, c'est sûr que là, s'il y a des géologues qui nous écoutent, ils vont peut-être s'arracher les cheveux, là. Mais grossièrement, là, ils vont faire des vols en avion par-dessus une zone, tu sais, mettons en Saskatchewan. Puis là, ils vont faire quelque chose qui est genre de la résonance magnétique. Puis là, ils vont voir s'il y a beaucoup d'argent en dessous de la Terre. Puis la plupart du temps, l'uranium se retrouve dans ces zones-là qui sont très, très magnétiques. Puis là, les compagnies vont acheter des parcelles de terrain. Puis là, ils vont commencer à miner. OK. Là, pour miner, ben, c'est sûr que c'est un processus que je comprends pas exactement comment ils font, mais ça prend plusieurs années. Puis de temps en temps, ben, quand il y a de l'argent, ils vont trouver de l'uranium. Donc, c'est ça. Puis là, ils vont l'extraire de façon conventionnelle, là, comme une mine d'or ou une mine de n'importe quoi. OK. Ouais. Ouais. Fait que c'est ça, il essaie de le purifier en le broyant. Puis tantôt, Vincent, justement, il parlait de comme poudre jaune. Cette poudre-là, en fait, elle s'appelle comme du yellow cake. Puis ensuite, ben, elle est vendue sur les marchés mondiaux. Puis moi, j'ai quelques chiffres qui sont quand même intéressants, là. Dans le fond, dans la croûte terrestre, il contient en moyenne 2 à 3 grammes d'uranium par tonne. Puis ça, c'est beaucoup plus que l'argent puis l'or, puis qu'on ne penserait pas nécessairement, mais c'est vraiment une commodité qu'on trouve beaucoup. Puis il y a aussi 3,3 mg par tonne d'eau dans la mer. Fait que, tu sais, il y en a vraiment en abondance de l'uranium. C'est juste qu'il reste à l'extraire puis la Mais ça doit être convertir. pas mal plus difficile à miner Ouais, dans exact l'eau que sur la terre, là. Ouais, je pense pas qu'ils essayent d'aller chercher de l'uranium dans l'eau de la mer. Ben, en ce moment, il y en a assez sur la terre pour Mm. qu'ils puissent Ouais. encore exploiter pendant de nombreuses années, sûrement, là. Ouais, puis on peut parler des réserves d'uranium en termes plus de frontières, là, de pays. Euh, C'est sûr que quand on parle de réserves, tu sais, c'est des approximatifs, on ne sait pas exactement, c'est comme le pétrole, on ne sait pas exactement un pays en a combien, mais étonnamment, le pays qui produit le plus, c'est le Kazakhstan. Ouais. Puis, sauf que le pays qui en aurait le plus dans ses réserves hypothétiques, c'est l'Australie. OK. Le Canada, en 3/4e, là, avec la Russie, c'est difficile de... Ouais. Il y a des sources qui varient un peu. Donc, ça ressemble à ça, là, en termes de réserves. Mm. Parfait. Toi, tu voulais ajouter quelque chose? Sinon, ben, en termes un peu de production, là, ce qui est étonnant, c'est que les 5 compagnies principales, ils produisent juste à eux 59% de la production mondiale. Fait que c'est vraiment... le marché est comme dominé par quelques entreprises. Ouais. Puis là, pour revenir un peu sur le nucléaire, là, selon vous, là, tu sais, je sais qu'on n'est pas les experts, je sais que tout ce qu'on donne comme opinion, c'est un peu notre opinion personnelle, mais selon vous, où est-ce que ça s'en va, le nucléaire, avec tout cet uranium-là, là? Ben, c'est sûr qu'il y a beaucoup de compagnies qui ont démontré un intérêt pour avoir des SMR, c'est des Small Modular Reactors. Donc, en OK. français, c'est essentiellement des petits réacteurs nucléaires OK. qui pourraient, qui pourraient fournir en électricité là, tu sais, mettons Amazon, là, ils ont des serveurs, là, Ouais. AWS, ben, ça pourrait fournir en électricité de façon vraiment environnementale. Parce que là, Alex, tu peux en parler un peu. Là, l'uranium, c'est qu'est-ce qui produit le moins de gaz à effet de serre? Oui, exact. Ouais. C'est ça. Dans le fond, non seulement le nucléaire génère 99% moins d'émissions en CO2 que les sources non renouvelables, par exemple le gaz Ouais, naturel, les le énergies pétrole, fossiles, là. le charbon, mais c'est aussi plus économique que même l'éolien, l'hydraulique puis le solaire. Dans le fond, là, par kilowattheure, là, c'est vraiment le nucléaire qui gagne par rapport au éolien, au solaire, même. Puis là, après ça, ben, c'est certain que le gaz, le charbon, c'est très polluant, là, mais le nucléaire, c'est vraiment l'énergie la plus verte. C'est ça, tu sais. OK. Si on regarde, mettons, le graphique de Alex, là, par tonne, en fait, le nucléaire, c'est quoi exactement? C'est par gigawattheure d'électricité. Le nucléaire, ça produit 3 tonnes de CO2, alors que l'éolien, ça en produit 4. Fait que c'est vraiment... Ouais. ouais. Puis là, ben, 6 tonnes, ça paraît beaucoup, mais c'est vraiment dans la durée de vie d'une centrale OK. Jusqu'à temps là, qu'elle soit trop vieille. Puis Vince, tu sais, tu parlais de comment les micros... les petits... Les SMR, les Small Ouais, Modular ouais. Reactors, ouais. Ça, là, tu disais que ça commençait à prendre un peu plus de l'ampleur, tu sais, qu'il commençait à en avoir une plus grande demande, là. Ben, il n'y en a pas vraiment encore à ma connaissance, là. C'est sûr qu'il y a des tests qui se font, mais il n'y en a pas encore qui sont utilisés de façon vraiment commerciale, tu sais, OK. répandue. Mais les compagnies, il y a des compagnies comme Cameco, justement,
ils travaillent là-dessus, là, essayer de pouvoir commercialiser ça. OK. Donc, c'est sûr, ça serait vraiment intéressant. Puis, tu sais, ça produit tellement d'électricité, là, de l'uranium. Là, encore une fois, il y a des experts, s'ils nous écoutent, peut-être qu'ils se disent un small modular reactor, ça ne peut pas produire tant que ça, mais tu sais, ça serait assez pour alimenter là, des entreprises là, avec autant d'énergie qu'ils veulent, là, de ce que j'ai lu. Puis, tu sais, il y aurait peut-être possibilité d'avoir plusieurs small modular reactors, puis de Ouais. faire, tu sais, comme que ça puisse alimenter là, plusieurs entreprises, puis plusieurs, tu sais, même si l'entreprise est énorme, là, puis elle a besoin des grandes demandes d'électricité, d'après moi, ça devrait être capable d'alimenter tout ça. Mais, tu sais, on parle du fait que c'est pas très polluant, on parle du fait un peu que c'est comme pas. Ben, oui, c'est moins polluant, ça coûte moins cher aussi que certaines énergies fossiles, mais en termes de risque, en termes de sécurité, est-ce que le nucléaire, tu sais, est-ce que c'est sécuritaire? Est-ce qu'on peut faire confiance à ça? Est-ce que. Tu sais, parce qu'on sait qu'il y a eu certaines. Ouais. Il y a déjà eu certaines catastrophes, là, comme Ouais. à Tchernobyl ou Fukushima au Japon. Fukushima. Ouais. Mais est-ce que c'est ça? Est-ce que ça, c'est sécuritaire, là, ces petits réacteurs-là? Est-ce que c'est Ouais. sécuritaire de remettre dans des centrales nucléaires? Ben, les gens, c'est sûr que Tchernobyl, c'est vraiment épeurant. Puis Fukushima aussi. Puis Fukushima, ça fait pas très longtemps que c'est arrivé. Mais tu sais, la plupart de ces centrales-là qui ont eu des problèmes, il y en avait eu une aussi aux États-Unis, je crois qu'il y avait eu un problème, mais je suis pas certain, là. Mais c'est des centrales des années 50. Avec de nos jours, avec la technologie, puis le contrôle qu'on a par-dessus ces réacteurs-là, tu sais, les risques sont vraiment, vraiment, vraiment minimisés par rapport aux centrales qu'on avait dans les années 50. Je sais pas si Alex, t'avais Ben, recherché là-dessus un peu, mais je suis pas très familier avec c'est... comme, le côté sécuritaire, là, mais pour revenir un peu aussi à l'avenir du nucléaire, tu sais, tantôt, Thomas, tu parlais peut-être que dans le futur, ça pourrait alimenter des entreprises, des choses Ouais. comme ça. Ben, moi, j'ai lu là, que présentement, aux États-Unis, c'est une maison sur 5 qui est alimentée par l'énergie nucléaire. Fait que, tu sais, c'est quand même beaucoup. Puis, exemple, il y a 4 centrales au Canada, puis ces 4-là, à eux seuls, ils alimentent 15% de tout le territoire canadien. Fait que, tu sais, dans l'avenir, là, je pense que ça va vraiment être une source d'énergie vraiment importante. Puis, les États-Unis puis 20 autres pays ont annoncé là, qu'ils allaient augmenter leur puissance de x3 d'ici 2050. Fait que je pense que c'est un avenir prometteur. Ouais, puis au Québec aussi, il y avait eu un certain projet là, pour revisiter le nucléaire. Finalement, je crois que ça a été abandonné. Mais tu sais, c'est Ouais. un peu. Au Québec, là, le nombre d'énergies renouvelables qu'on a, mais en même temps, on a besoin de plus d'électricité, là, Ouais. comme on sait, là, avec l'électrification, puis le fait que les gens vont tous passer à des voitures électriques, le fait que, tu sais, on a une population qui est croissante aussi, là, puis qu'on a besoin de plus d'électricité, là. Même nous, je pense que l'hydroélectricité, ça sera pas assez pour répondre à nos demandes d'électricité. Fait que c'est sûr, ça pourrait être une alternative assez intéressante, là, comme vous dites, là. Puis je pense que ça serait un peu une allée qu'on pourrait regarder un peu plus dans le futur, là. Oui, tout à fait. Pour revenir sur l'uranium, excusez, c'est quoi la situation actuelle en ce moment, là? Pourquoi on parle de ça, dans le fond, aujourd'hui? Ouais, c'est ça. Dans le fond, l'uranium, dans les derniers mois, le spot price, qui est le prix d'un baril d'uranium se vend, a augmenté là, de manière vraiment significative. La dernière fois, je crois, Alex, tu peux me confirmer, c'était en 2007 que Ouais. c'est ça. Donc, le spot price est à 148 environ là, en 2007. Puis là, présentement, comme Vincent a dit, ça tourne autour de 100 $. Puis dans la Ouais. dernière année, il y a eu une croissance de 110% justement là, sur le prix du baril d'uranium. Fait qu'il y a vraiment eu un... C'est ça. Puis ça, c'est dû à quoi, là, Dans le- cette croissance-là? Oui, c'est ça. Dans le fond, la demande en uranium augmente, mais tu sais, à chaque année, là, Ouais. de façon normale. Mais le Kazakhstan qui produit 40%, si je ne me trompe pas, Alex. Ouais, 42. 42,1%. Leur plus grosse compagnie, c'est Kazatomprom. Encore une fois, je ne veux pas me tromper. Ouais. Kazatomprom, C'est ouais. ça, ont indiqué que dans les 2 prochaines années, ils n'allaient pas être capables de répondre à la demande. Donc là, évidemment, ceux qui ont besoin d'uranium, ils se sont tournés vers le Canada, puis les autres. Ben, tu sais, le Canada, on en produit vraiment beaucoup, Ouais. donc les autres sources d'uranium, puis ça a vraiment fait grimper ce spot price-là. Puis, en conséquence, ben, les prix des actions des compagnies qui produisent de l'uranium ont aussi monté beaucoup. Fait que c'est surtout une question d'offre et de demande, dans le fond. Ouais. Puis, ben, il y a aussi peut-être
certains conflits là, qui font que les prix montent aussi, là, si je me Ouais. trompe pas. Ben, c'est ça, tu sais, la Russie, c'est un gros producteur d'uranium. Puis en ce moment, avec toutes les sanctions économiques qui sont mises à cause de la guerre en Ukraine, ben, les gens achètent pas d'uranium ou pratiquement pas à la Russie. Tu sais, il y a peut-être la Chine, là, que ça leur dérange moins. On en avait déjà parlé d'acheter de l'uranium aux Russes, mais la majorité, tu sais, l'Union européenne, les États-Unis, le Canada, c'est sûr qu'on n'achètera pas à la Russie. Donc, OK. tout Puis le monde s'est il y tourné a, vers le Canada. y avait pas de quoi avec le Kazakhstan puis la Russie aussi? Ça, je suis pas au courant. C'est Ben, c'est le Kazakhstan, comme anciennement, c'était comme dans l'Union soviétique. Fait qu'ils sont quand même encore. Là, ils se sont comme séparés, mais le Kazakhstan, Russie, ils ont encore quand Des même liens. exact, des liens commerciaux, puis même politiques un peu, je dirais. Puis là, veux pas, tu sais, on parlait de problèmes avec la Russie. Les États-Unis, puis justement l'Union européenne, dans les dernières années, dépendaient beaucoup de la Russie qui leur fournissait en énergie. Ouais. Puis là, avec le problème en Ukraine, ben là, ça nous force justement à essayer de trouver des fournisseurs ailleurs dans le monde. Puis le Canada, ça tombe bien, on est comme le deuxième producteur au monde. Ouais. Sinon, on parlait aussi un peu d'offres et de demandes. Je sais qu'en 2023, là, on avait la production, pas la production, mais la demande tournait autour de 200 millions de livres, puis la production était seulement autour de 145. Fait que vous voulez pas, ça crée un déficit de 55 millions de livres. Fait que c'est le principe de l'offre et de la demande. Il y a plus de demandes, pas assez d'offres, fait que ça fait que les prix prix grimpent. augmentent. Ouais. Puis, si je peux juste ajouter aussi, là, nous, au Canada, la raison pourquoi les investisseurs se sont tournés vers le Canada, c'est qu'en Saskatchewan, on a le Athabasca Basin qui est vraiment rempli d'uranium. Puis ça a été surnommé l'Arabie saoudite de l'uranium. C'est l'Arabie OK. saoudite qui ont beaucoup de pétrole, ben là, c'est la même affaire, mais pour l'uranium. Ouais. OK. Puis une particularité en Saskatchewan, c'est le degré de pureté de l'uranium. Il est supérieur qu'ailleurs au monde. Fait qu'on peut... c'est super bon. Ouais, puis j'avais lu ça aussi. Je pense que pour les Small Modular Reactors, il faut que le degré de pureté de l'uranium soit plus élevé. Ouais, il me semble que c'était genre 19,75%. Quelque chose comme de ça, pureté. mais en tout cas, je suis pas sûr du pourcentage Ouais, exact. ouais. Mais je pense qu'il fallait que ça soit plus pur, étant donné que c'était plus petit, ça demandait beaucoup d'énergie. Fait que je pense qu'il y a cet enjeu-là aussi. Fait que si on est capable de trouver de l'uranium plus pur et dans le fond, en En grande gros quantité, pourcentage, là, ouais. on serait capable d'alimenter ces petits réacteurs-là, dans le fond, là, qui sont un peu, je pense, en voie de... qui sont en train de Oui, il y a des fortes de- chances que ça soit vraiment une source d'énergie là, dans le futur. Ouais. Ça a vraiment l'air d'intéresser des compagnies. Puis j'entendais. Puis même, il y avait Microsoft qui avait investi une certaine somme là, dans une compagnie, je pense, dans le coin de Oui. Vancouver, ouais, qui développait des alternatives nucléaires. OK. Fait que, il y a des gros joueurs là, dans ce domaine. Ouais. Quand Microsoft est rendu à investir dans l'uranium, c'est que je pense que Je pense il y a un que futur c'est le temps prometteur. d'investir. Ouais. Ah oui, puis je tiens juste à dire, on donne pas des conseils d'investissement, là, ça fallait le préciser. Ouais. Investissez dans l'uranium à vos risques et périls. Ouais, faites vos propres recherches. Ouais, c'est ça. Puis, tu sais, mondial, on a quand même parlé beaucoup, là, mais au niveau canadien, Ouais. comment ça nous affecte? Comment ça... Est-ce que ça crée des emplois? Est-ce que c'est bon pour notre économie, le fait d'avoir autant d'uranium, puis le fait d'avoir une grosse demande comme ça? Ben, c'est sûr que c'est bon pour notre économie parce que si on commence à vendre de l'uranium, ben évidemment, oui, c'est bon pour notre économie, là. Les compagnies vont payer des taxes, des impôts, Ouais. etc. Puis oui, ça crée des emplois parce que quand ils font de l'exploration d'uranium, ben, faut quand même déblayer le chemin, couper les arbres, tout ça crée plein d'emplois. Puis les mineurs aussi, ça crée des emplois pour éliminer l'uranium, là. Mhm. Fait que oui, c'est super bon pour nous. C'est quoi les grosses compagnies, mettons, là, qu'on a au Canada? Est-ce qu'il y en a qui sont plus grosses que d'autres? Est-ce que c'est qui exploite ça au Canada? Ben, il y a NextGen, que c'est une plus petite compagnie, mais tu sais, c'est quand même dans les plus gros joueurs. Eux, ils minent l'uranium puis ils le vendent. Ouais. Sinon, il y a Cameco, que c'est comme vraiment le gros joueur au Canada. Mais ça, c'est international, là, Cameco. Mais eux, ils exploitent l'uranium, puis en plus de ça, ils développent des SMR, comme on a parlé là, un petit Ouais. peu plus tôt. Fait que ça, c'est vraiment nos deux comme gros joueurs. Je sais pas si Alex, tu voulais en rajouter. Je sais pas si tu en avais trouvé d'autres, là, mais sinon, Non, c'est des compagnies d'exploration. Ouais, ben, tu sais, je peux un peu énumérer les plus grandes mondiales, mais Ouais.
Il y a Kazatomprom qu'on a parlé précédemment, Orano, Cameco, Uranium One, CGNPC, pas mal les 5 plus grandes. Là. OK, parfait. Puis, tu sais, on a parlé un peu du principe d'offre de la demande, on a parlé un peu du fait qu'il y a un boom dans les actions, puis dans le prix de l'uranium, là. Puis des conflits sociopolitiques. Ouais, sociopolitiques, puis ça. Fait que, est-ce qu'il y a d'autres facteurs qui pourraient affecter le prix dans le futur? Est-ce qu'il y a d'autres facteurs là, que vous dites, là, ça serait comme à regarder un peu, à vérifier? Je sais pas si tu voulais en parler, là, parce que c'est peut-être un peu compliqué, mais les instruments financiers qui sont, les dérivés qui sont... On peut en parler. Juste rapidement, là, il y a c'est sûr que les commodités, il y a des gens qui... peut-être des hedge funds ou des grosses firmes en finance qui vont utiliser des produits dérivés pour essayer de spéculer sur la valeur là, la valeur du spot price dans le futur. Dans le futur. Fait que ça peut causer des gros... ça peut chambouler là, ce marché-là. Puis sinon, il y a des compagnies comme Cameco qui hedge le risque du prix du spot price en achetant des contrats à terme pour... mettons que le prix est à 60$, mais ils peuvent acheter des contrats dans cette zone-là pour être sûr que leurs revenus vont rester stables et puis prévisibles. OK. Puis ça fonctionne comment un peu? Peux-tu nous en parler un peu plus? Ou? Ouais. Moi, j'ai la vraie définition. Là, on parlait de contrat à terme. Il y en a qui sont plus familiers avec le terme là, des futures en anglais. Puis, en fait, c'est que les parties impliquées, ils s'engagent à acheter ou à vendre une quantité précise à un prix déterminé puis à une date déterminée. OK. Fait que, exemple, tu te dis, moi, pour les... Je vends tant de barils pour les 60$ à telle date. Exact. Mais là, des fois, le prix du baril peut soit augmenter ou diminuer. Puis là, ça va soit être favorable pour les vendeurs ou les acheteurs, là, tout dépendant si le prix augmente ou il diminue. Puis dans ce temps-là, ils ont comme pas le choix de le vendre à la date, au prix... Exact, parce que c'est un contrat, puis c'est comme obligé. Fait que ils ont comme signé pour un certain temps, ils vont acheter les barils à tel prix. Mais là, je veux pas, avec le temps, ça fluctue. Fait que là, des fois, ils font ça justement là, pour comme se protéger si jamais il y a des augmentations. Tu as une compagnie qui achète des barils d'uranium à Cameco. Puis eux, ils veulent... ils ont acheté des barils dans les dernières années pour une moyenne de 60$. Ils veulent continuer que ça soit prévisible puis l'acheter à 60$. Mais là, si ils pensent que le prix de l'uranium va augmenter à 100$, ils peuvent acheter des contrats pour continuer à l'acheter à 60$. Puis ça peut affecter Cameco parce que s'ils ont signé des contrats puis ils continuent à vendre moins cher, ils perdent de l'argent. OK, je comprends. OK, mais en tout cas, je pense que ça fait pas mal le tour. Est-ce que vous avez d'autres points que vous vouliez qu'on aborde, les gars? Ça ressemblait pas mal à Moi aussi, ça fait pas mal le tour. Ouais. OK, parfait. Donc, merci beaucoup à mes invités, à Vince et Alex, pour nous avoir parlé de ce sujet que je trouve quand même très intéressant, même s'il est quand même assez moins connu, je dirais. Puis, merci de votre écoute. J'espère que vous avez apprécié. Puis, on se revoit pour un prochain podcast de l'Alpha de la Finance. Merci beaucoup. Je tiens à remercier chaleureusement nos alliés qui nous supportent et propulsent nos podcasts. Sans eux, l'Alpha de la Finance ne serait pas possible. Donc, merci beaucoup à CFA Québec, IA Groupe Financier, Mallette, Beneva et l'ASAD.